Bonjour tout le monde. Nous allons commencer aujourd'hui un autre cours qui s'intitule Signature digitale. Donc là, ça nous permettra de voir un nouveau service qui est offert par la cryptographie. Et donc, grâce à la signature électronique ou digitale, c'est le service qui permet, je dirais, de réaliser une opération similaire par rapport à ce que vous connaissez dans la vie courante, qui est la signature, je dirais, la signature manuscrite, qui est largement utilisée à travers les documents. Et comme on est dans le monde numérique, donc on va avoir un service qui est équivalent à ça et qui s'appelle la signature digitale ou bien la signature numérique. Alors, bien entendu, on va passer en deux étapes. Il y a ce qu'on appelle les fonctions de hachage qui sont utilisées. Et bien entendu, on obtiendra par la suite le mécanisme de signature numérique. On verra ce que c'est que les fonctions de hachage et comment elles seront utilisées pour réaliser la signature numérique. Alors, à quoi peut servir cette signature numérique? Bien entendu, à pouvoir identifier les gens, donc c'est ce qui est utilisé aussi dans la vie courante, et automatiquement de pouvoir aussi les authentifier pour dire que c'est vraiment l'identité liée à la personne. Et bien entendu, souvent, quand on dit on signe, souvent c'est un symbole d'approbation pour dire que quand vous signez un document, souvent c'est le cas, pour dire que vous êtes d'accord avec le contenu du document ou bien vous vous engagez à faire telle ou telle chose. Par exemple, quand vous signez un chèque pour dire que vous êtes d'accord pour débiter, par exemple, votre compte bancaire et pour enlever la somme d'argent qui a été indiquée au niveau du chèque. Alors, c'est quoi une fonction de hachage? Alors, la fonction de hachage, c'est aussi une fonction mathématique qui est utilisée. Donc, le but de la fonction de hachage, c'est quoi? C'est que vous avez un message. En général, le message qui est d'une certaine longueur n, automatiquement, quand vous lui appliquez la fonction de hachage, vous allez obtenir un nouveau message, sauf que ce message, il a une longueur qui est nettement inférieure par rapport au message initial. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le haché ou bien le condensé, c'est-à-dire qu'on a essayé de condenser ce message dans une longueur qui est assez petite. Alors, comment on peut y arriver? Ben, mathématiquement, on peut y arriver tout simplement par des procédés qui sont utilisés au niveau du message. Ça nous permettra de transformer ce message en une taille qui est assez réduite, là, en utilisant bien entendu le contenu du message. Je rappelle qu'on est dans le monde numérique, ça veut dire que tout votre message, il est, à vrai dire, représenté en forme binaire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de combiner ces bits qui forment votre message pour les réduire en termes de taille. Alors comment on va les faire? C'est un moyen, c'est de faire des additions de bits ou bien de faire des substitutions de bits, etc. Et à chaque fois, faire des opérations qu'on connaît sur les bits. Je suppose que vous avez déjà entendu parler, quand vous avez fait architecture des ordinateurs avec ces notions de bits, vous avez les portes AND, OR, etc. Donc, c'est le même principe qui est utilisé ici, de réduire la taille en faisant des OU et des OR, etc., qui permettent de combiner des bits et donc d'avoir plusieurs bits et de les condenser je dirais, un seul bit. Et là, ça permettra effectivement d'avoir une taille plus réduite. Alors, naturellement, cette fonction de hachage,
En général, quand elles sont choisies, elles permettent d'éviter ce qu'on appelle la collision. Alors, c'est quoi la collision? C'est que on sait qu'une fonction de hachage, quand on l'applique à un message, automatiquement, elle va me donner un haché. Et ces fonctions de hachage, en général, ils ont cette propriété qui permet d'éviter la collision. Et donc, quand on a deux messages qui sont différents, automatiquement, on ne peut pas avoir le haché de chaque message qui est identique. Donc, à chaque fois que vous avez un message qui est différent, vous avez son haché qui est différent. Et ça, c'est une des propriétés intéressantes qui nous permet effectivement d'identifier par la suite un message par sa fonction de hachage ou bien par son condensé. Alors, il y a aussi une autre notion, c'est quoi? C'est que vous avez un message X, vous lui appliquez la fonction de hachage, vous obtenez Y. Alors, une des propriétés qui est importante, c'est quoi? C'est que cette fonction-là, de hachage, en général, mathématiquement, on l'appelle une fonction à sens unique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas une fonction qui est bijective. Donc, quand vous calculez l'image d'un message X, c'est-à-dire son haché, à partir du haché, vous ne pouvez jamais revenir au niveau du revenir vers le message initial. Et c'est pour ça que on l'appelle fonction à sens unique. Alors, comme je l'avais dit, le calcul se fait à base d'opérations sur les bits. Et donc, en général, le calcul de la fonction d'hachage, c'est un calcul qui est simple et qui est facile à réaliser. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, ce qui est idéal pour réaliser des opérations de signature par la suite. Alors, parmi les propriétés, j'avais dit que vous ne pouvez pas trouver le message sachant son condensé. Et bien entendu, à chaque fois que vous avez deux messages qui sont différents, automatiquement, leurs condensés sont différents. Alors, bien entendu, il y a eu plusieurs fonctions de hachage qui ont été développées dans la littérature. Les plus connues et les plus utilisées, c'est MD5 et SHA, avec ses variantes, particulièrement celle de 256 bits. Alors, voici le principe de hachage, comment il est fait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est quand on fait le hachage, c'est quoi? C'est qu'on essaie de diviser le message en blocs de taille égale. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si le message n'est pas un multiple de blocs, l'idée c'est quoi? C'est de faire du bourrage, c'est-à-dire de rajouter des zéros non significatifs et automatiquement, on pourra décomposer le message en un ensemble de blocs. Donc, si vous avez le bloc qui fait B bits, automatiquement, on va avoir le message, sa taille, elle est K fois B bits. Et à chaque fois, l'opération va se faire sur un bloc. Donc, si votre message va être un ensemble de K blocs, donc automatiquement, on va réaliser les choses au fur et à mesure. On agit sur le premier bloc, ensuite sur le deuxième, sur le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Alors, voici un exemple qui est utilisé, par exemple, pour MD5, pour voir un peu les choses. C'est donc, vous avez des blocs de 512 bits, et automatiquement, ce qui va se faire, c'est de faire plusieurs itérations sur des blocs. Donc, le bloc lui-même de base qui va être obtenu. Donc, on va travailler sur des petits blocs de 32 bits. Et donc, à chaque fois, ces blocs sont décomposés. Ces blocs sont utilisés sur 4 parties, A, B, C, D.
Donc là, 32 fois 4, ce qui vous donne les 128. Et ce qui se passe, il y a plusieurs itérations qui sont faites sur ces blocs-là. Donc, vous voyez que je fais l'opération AND, l'opération OR, etc. Et donc, vous avez des combinaisons. Et à chaque fois, je refais ce genre de boulot jusqu'à itérer, je dirais, les différents blocs avec les différentes itérations et arriver à la fin avec un bloc final qui est de 228 bits à la sortie. Donc voici schématiquement comment les choses s'opèrent pour arriver à la fin d'un bloc de 128. Il y a SHA aussi, c'est un peu le même principe. Vous voyez que c'est des blocs avec des portes AND et des OR, etc. et des combinaisons qui se font sur les bits. Donc, ce qui permettra d'obtenir à la fin un bloc de 160 bits qui est considéré comme, ça c'est SHA 1. Ensuite, il y a eu d'autres versions pour arriver à SHA 256. Donc, c'est toujours le même principe sur des opérations de base, et c'est pour ça qu'on avait dit que c'est plus facile de réaliser ces opérations, parce que c'est des opérations de base au niveau de la machine qui sont consacrées principalement aux bits, et donc c'est des opérations très faciles à réaliser. Et donc ça, c'est le moyen qui nous permet effectivement, le préalable qui nous permet d'aller vers la signature numérique. Alors, on rappelle quel est le but de la signature utilisée dans la vie privée et dans la vie réelle, c'est principalement on utilise les signatures manuscrites. Donc, pourquoi je l'utilise? C'est pour prouver l'identité et, bien entendu, pour donner l'accord sur le contenu du document. C'est-à-dire, à chaque fois que vous signez un document, c'est tout simplement pour dire que vous êtes d'accord avec le contenu du document. Donc ça, c'est l'usage de la signature manuscrite. Maintenant, pour la signature numérique. Alors, la signature numérique, ben, il y a une différence. L'interprétation, elle va changer, je ne dirais pas sur la sémantique, mais sur la forme. Alors, sur la forme, quand vous signez en général un document, c'est que automatiquement, vous avez votre signature qui est collée au document. Donc, je prends par exemple un chèque et je signe un chèque. Ma signature, elle est sur le chèque et elle est collée au chèque. Si à un moment donné, quelqu'un veut changer la signature, automatiquement, il va abîmer le chèque ou bien il va y avoir des ratures sur le chèque et du coup, en général, s'il y a des ratures ou bien il y a la forme du chèque qui a été abîmée, automatiquement, ce chèque ne sera pas valide. C'est ce qui se passe dans toutes les administrations. Donc, automatiquement, quand on essaye de changer cette signature qui est collée au document, là, ça va poser problème et automatiquement, la signature ne sera plus valide. Par contre, au niveau de la signature électronique, c'est quoi? C'est que vous avez un document électronique. Donc, si vous rajoutez la signature à votre document, là, il va y avoir un problème. Pourquoi? Parce que parmi les opérations, je dirais que tout le monde sait faire, c'est l'opération couper-coller. Ça veut dire que tu as un document, tu as la signature dessus. Ce que tu peux faire, c'est carrément, c'est d'enlever sa signature et la remplacer par une autre. Donc là, il ne faudrait pas que la signature électronique soit de la même, perçue de la même manière que la signature je dirais manuscrite. Pourquoi? Parce que votre signature, elle ne va pas être collée au document. Parce que dans un document numérique, vous pouvez toujours enlever une partie, changer une nouvelle partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux même à la limite ne pas enlever la signature. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre le document, tu vas changer le contenu du document. Par exemple, toi, tu as signé pour être d'accord sur une certaine action, on peut changer pour mettre une autre action. Et automatiquement, ta signature, elle reste à l'intérieur. Et donc, là, ce sont les choses qu'il faut éviter. Et pour cela, la signature électronique, alors on dit, elle dépend du signataire et du document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signataire,
à chaque document, il va avoir une signature qui est différente. Donc, pour les objectifs qu'on doit viser, c'est que on doit s'assurer que c'est bel et bien la signature de l'individu. En général, dans la signature manuscrite, ce qui est fait, vous avez une certaine calligraphie, c'est-à-dire une forme de signature. Et là, en général, quand vous signez un chèque, en général, on vous demande votre pièce d'identité. Et les gens essayent de regarder est-ce que la signature qui se trouve dans votre pièce d'identité est la même que la signature qui se trouve sur le document. Donc là, pour dire que la signature est authentique, c'est comme ça qu'on vérifie les trucs. Parfois, quand les choses sont délicates, on est obligé de faire appel à des spécialistes en calligraphie, c'est-à-dire les spécialistes de l'écriture, pour voir est-ce que c'est la même écriture ou pas. Alors, dans la signature numérique, on devrait avoir un autre mécanisme qui nous permet effectivement de voir est-ce que la signature est authentique ou pas. Alors, on doit aussi veiller au niveau de la signature électronique que la signature électronique ne doit pas être falsifiée. Parce que si on essaye de falsifier la signature, on peut se rendre compte. En général, dans la signature manuscrite, ce qui est fait, si quelqu'un imite la signature de quelqu'un d'autre, automatiquement, les experts en calligraphie peuvent s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que chacun a sa manière de, je dirais, de prendre le stylo. Chacun a sa manière. Il a une certaine force qu'il applique sur le stylo. Il a une certaine manière, un certain nombre d'écriture avec le stylo, etc. Et les gens spécialistes en calligraphie peuvent se rendre compte à un moment donné que la signature n'est pas authentique. Par contre, ici, on va voir d'autres mécanismes qui nous permettent d'avoir une signature qui ne peut pas être falsifiée, c'est-à-dire utilisée, usurpée par un autre individu. Alors, autre chose qui est importante, c'est quoi? C'est qu'on a vu que la signature dépend du document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un document, vous allez signer avec une manière. Dans un autre document, vous allez signer avec une autre manière, etc. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre signature que vous signez pour un document, on va voir qu'elle est plus valable pour un autre document, même si c'est votre signature. Pourquoi? Parce que la signature, elle est liée au document. Donc, pour ce document, voici le contenu de la signature. Quand je change de document, automatiquement, il va y avoir une autre signature qui va être utilisée, ce n'est plus la même. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la signature, telle qu'on l'avait dit, elle est liée au document. Alors, bien entendu, quand je signe un document, automatiquement, puisque je suis dans le cas de document électronique, si je vais changer une partie du document, ben, automatiquement, je me rends compte par la suite que la signature ne serait plus valable. Pourquoi? Parce que j'ai altéré cette signature, implicitement, j'ai altéré cette signature et donc elle ne serait plus valable. Alors, autre chose aussi, on l'avait dit, pour la signature manuscrite, c'est aussi valable pour la signature digitale. Quand vous signez, c'est que vous êtes d'accord avec le contenu et donc automatiquement, vous ne pouvez pas renier par la suite que vous n'avez pas signé le document. Et donc ça, c'est un des objectifs de la sécurité, si vous vous rappelez. On avait dit que parmi les objectifs, il y a la non-répudiation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez signé votre document, vous ne pouvez jamais renier par la suite, dans le futur, que vous n'avez pas signé ce document. Alors, comment les choses sont faites? Donc, la signature numérique, ben, elle obéit à une certaine démarche. Donc, la démarche, c'est quoi? C'est que on a vu, c'est un peu que ce qu'on a vu pour la cryptographie, pour la confidentialité, etc. Que quand je veux chiffrer des messages, ce que je fais, je suis obligé d'avoir un algorithme de génération de clés. Ensuite, je définis l'algorithme de chiffrement et l'algorithme de déchiffrement. Alors, ici, c'est un peu la même démarche qui est faite, c'est que vous avez un algorithme de génération de signatures digitales, donc pour pouvoir avoir l'algorithme de signature, et
Vous avez aussi un autre algorithme, c'est quoi? Donc, pour essayer de retenir, dans le chiffrement, vous avez un algorithme de chiffrement et un algorithme de déchiffrement. Pardon. Dans la signature, ce que vous avez un algorithme de signature et vous avez aussi ce qu'on appelle un algorithme de vérification de la signature. Ça veut dire que, rappelez-vous, dans la procédure manuscrite, on essaye de vérifier la signature d'une manière visuelle, en général, de voir le dessin de l'un par rapport à l'autre pour dire est-ce qu'ils sont vraiment similaires ou bien très proches l'un de l'autre. Là, on est dans le monde numérique, ça veut dire que j'ai un algorithme qui me permet de vérifier cette signature. Et donc là, dans n'importe quel mécanisme de signature numérique, vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect de génération de la signature numérique et vous avez l'aspect de vérification de cette signature numérique. Alors, donc, le schéma global, c'est le couple algorithme de génération et algorithme de vérification. Alors, pour les signatures, il y a deux moyens de faire cette signature. Donc, en général, il y a la signature, ce qu'on appelle avec un appendice. Donc, ou dans ce cas, ce qu'on a, on a le message et vous avez aussi à côté la signature qui est fournie. Donc, pour le mécanisme de vérification, on est obligé d'avoir le message pour pouvoir comparer avec l'appendice pour dire est-ce que c'est vraiment la signature du message ou pas. Et il y a un autre mécanisme qu'on appelle avec recouvrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la signature, elle va envelopper le message. C'est un peu le cas, par exemple, quand vous écrivez une lettre, vous la mettez dans une enveloppe, vous fermez l'enveloppe et ensuite vous signez sur la fermeture de l'enveloppe pour dire que c'est quelque chose qui est approuvé et signé. Et donc, automatiquement, quand on reçoit le message, on voit que la signature, elle est bel et bien ici, elle n'a pas été abîmée. Dès qu'on abîme la signature, donc ça veut dire que quand vous recevez l'enveloppe qui est déjà ouverte, vous avez déjà des soupçons sur le contenu de l'enveloppe pour dire que ce n'est pas vraiment, c'est pas forcément le message original. Par contre, si vous recevez l'enveloppe qui est signée, en général, dans le verso, automatiquement, c'est un gage de sécurité. C'est ce qui est fait dans beaucoup de cas, par exemple pour les administrations, quand il y a une enveloppe, ils mettent dans le verso un tampon sur la partie de fermeture. Automatiquement, vous recevez une enveloppe comme ça, vous avez automatiquement l'assurance de l'authenticité du contenu de l'enveloppe. Alors, ici, il y a justement la technique de signature avec recouvrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la signature, elle va englober le message et donc automatiquement, quand vous allez vérifier la signature, vous pouvez récupérer implicitement le message original. Alors, comment peut-on faire les choses? Alors, on peut faire les choses selon de grands cas pratiques. C'est, vous avez des cryptosystèmes à clé secrète, c'est-à-dire qu'on a un intermédiaire qu'on appelle l'arbitre, ou bien des cryptosystèmes à clé publique. Et là, on utilise ce qu'on appelle la fonction de hachage, donc ce qui a été défini tout à l'heure. En général, dans la pratique, ce qui est fait, on préfère toujours signer le haché d'un message ou d'un document. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que le haché, ou ce qu'on appelle le condensé, il a une taille qui est assez réduite. Donc, c'est ce qui est fait. Et automatiquement, le fait d'avoir une taille assez réduite, ça, c'est, on pense, pratiquement pour la performance, c'est-à-dire le temps de calcul. Et donc, en général,
quand on va signer, automatiquement, on va utiliser le haché plutôt que le message lui-même. Alors, la signature, elle ne peut pas être falsifiée. Pourquoi? Parce que la signature, en général, dépend d'un document. Et bien entendu, si vous ne connaissez pas la clé secrète, automatiquement, vous ne pouvez pas, je dirais, altérer votre signature, même si vous disposez déjà d'autres documents qui sont signés. Parce qu'en général, dans la pratique usuelle, on voit la signature de quelqu'un et on essaie de l'imiter. C'est ce qui se passe dans la pratique manuelle. Mais dans la pratique digitale, même si vous avez d'autres documents qui sont signés, automatiquement, vous ne pouvez pas, je dirais, avoir imité la signature. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers qu'on appelle en littérature, je dirais, il y a cette falsification qu'on appelle existentielle, c'est-à-dire vous pouvez trouver un cas ou deux cas d'une manière théorique qui vous permettent de générer une signature même si vous ne connaissez pas la clé. Mais en général, ces cas-là, c'est des cas qui ne sont pas pratiques, que vous ne pouvez pas utiliser. Pourquoi? Parce que vous allez exhiber un message qui n'a aucun sens et qui peut être signé. Donc ça, c'est un peu les cas particuliers qu'on peut trouver d'ailleurs, et vous allez vérifier ça à travers le TD. Alors, en général, dans la signature, ce qui est utilisé, donc on peut utiliser une clé publique, mais grâce à ce qu'on appelle les infrastructures de gestion de clés. Là, on utilise ce qu'on appelle le certificat numérique. Et donc là, c'est une autre manière de vérifier effectivement l'authenticité de la signature et sa vérification. On aura l'occasion d'en parler dans les prochains cours quand on parle de la gestion des clés. Alors, voici le schéma général ou l'idée générale de la signature électronique. Alors, la signature électronique, comment les choses sont faites? Donc, vous avez un document. Donc, on avait dit que plutôt, on va signer le haché du document. Cela voudra dire qu'on doit utiliser une fonction de hachage. Donc, vous voyez ici sur le schéma. Donc, on va hacher le document. On obtient un haché du document. Donc, c'est le haché du document qui va être signé. Alors, on va le signer avec quoi? Ben, on va le signer avec la clé privée. Donc, quand vous avez votre clé privée, vous êtes le seul à posséder cette clé et donc vous êtes le seul à pouvoir signer un document. Et donc, c'est pour ça que on utilise la clé privée. Donc, à partir du haché H, on va avoir le petit s qui est autre que la signature du document. Alors, par la suite, ce qu'on fait, donc en général, c'est le document qui est envoyé, plus accompagné de sa signature. Alors, une fois arrivé, le destinataire, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il peut toujours vérifier la signature du document. Est-ce qu'elle est authentique par rapport au document? Donc, comment il va le faire? Ben, tout simplement, il va calculer le haché du document et ensuite, il va, je dirais, faire la vérification de la signature, puisque la signature, ce n'est autre que le chiffrement par la clé publique, la clé privée de l'expéditeur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déchiffrer cette signature grâce à la clé publique de l'expéditeur. Donc, il va obtenir une autre quantité pour dire que la signature est authentique. Donc, à l'arrivée, on a calculé le haché et ensuite, on a récupéré le haché qui était signé grâce à l'opération de déchiffrement par la clé publique. On obtient deux quantités, H1 et H2. Donc, si H1 est égal à H2, on sait que maintenant que cette signature, elle est bien authentique
et elle est liée au document qui vient d'être automatiquement, je dirais, reçu et signé. Et donc là, on peut attester, dès qu'on a la vérification, grâce à l'égalité entre les deux quantités qu'on vient de voir, ça permettra effectivement de dire que effectivement notre document qui a été reçu et signé, que la signature est bel et bien authentique et qu'elle correspond effectivement au document reçu. Et donc, ça, c'était d'un point de vue schématique, d'un point de vue écriture algorithmique, voici l'idée générale du schéma que je viens de présenter. Donc, pour pouvoir utiliser la signature avec un cryptosystème à clé publique, donc Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle signe le message M. Ben, en utilisant quoi? Notre opération préalable, c'est de calculer le haché. Donc, ça veut dire qu'elle dispose d'une fonction de hachage et elle va appliquer cette fonction à son message M, donc ce qui lui permettra d'obtenir HM. Alors, bien entendu, Alice, elle possède sa clé publique et elle possède aussi sa clé privée. Donc, sa clé secrète, c'est KD. Donc, elle va faire le calcul suivant. Donc, par rapport à son message, elle va le signer. Donc, la signature de M, c'est quoi? C'est S de M, donc, ce qui veut dire signer le message M. Comment qu'elle va le faire? Ben, elle va appliquer sa clé privée pas au message, puisque c'est ce qu'on a dit au préalable. Donc, on applique ça au haché de M. Alors, là, vous voyez qu'on l'applique à H de M. Pourquoi? Pour des raisons de performance. Mais le H de M, rappelez-vous, c'est une fonction de hachage qui est liée au message M. Et donc, automatiquement, c'est implicitement, on est en train de signer le message M. Donc, elle va appliquer ça, elle va chiffrer avec sa clé privée le HM. Alors, automatiquement, le document signé, c'est quoi? C'est le couple M-SM. Donc, le M, c'est le document, le message. SM, c'est la signature du message. Alors, ça, c'est la partie, puisqu'on avait dit dans l'algorithme de signature, il y a deux choses. Il y a l'algorithme de signature et il y a l'algorithme de vérification de la signature. Donc ça, cette première partie, c'est la génération de la signature. La deuxième partie, qui est la vérification de signature, comment qu'elle se fait? Donc, on va utiliser la clé publique d'Alice et bien entendu l'algorithme de chiffrement, puisque on a un chiffrement avec la clé publique et un déchiffrement avec la clé privée, etc. Donc, c'est ce qui est utilisé. Donc, on va déchiffrer, on va dire, la signature en utilisant la clé publique de Alice. Et bien entendu, ce qui nous permet d'obtenir un haché. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ici, ce que vous allez faire E de K de cette quantité, DKHM. Rappelez-vous, en cryptographie, on avait dit que le chiffrement composé au déchiffrement, c'est l'identité. Ça veut dire, ça vous donne le message lui-même. Donc ici, le message qu'on va obtenir, c'est quoi? C'est cette quantité-là, qui est le HM. Et donc, automatiquement, c'est de vérifier ce que vous obtenez à l'arrivée, est-ce que c'est le même qui a été envoyé au départ? Et donc ça, j'ai mis l'égalité ici avec point d'interrogation pour dire est-ce que c'est égal? Donc, si c'est égal, ça veut dire que automatiquement la signature, elle est bel et bien authentique. Et dans quel cas elle est égale? S'il s'agit effectivement d'Alice. Pourquoi? Parce que la clé privée d'Alice, elle est la seule à connaître sa clé privée. Donc, personne d'autre ne pouvait signer ce document si ce n'est Alice. Et là, c'est fait sur le principe que la clé privée, elle porte vraiment son nom, c'est que c'est une clé qui est détenue par son propriétaire. Et donc, automatiquement, seule Alice a pu vérifier
effectivement cette signature parce qu'elle est la seule à pouvoir la générer. Et donc, on sait que cette signature, par la suite, est authentique. Donc, on s'arrête ici parce que la session va s'arrêter. Donc, je reprends tout de suite.